L'astronome américain Allen Hynek était un ufologue, c'est-à-dire un spécialiste du phénomène OVNI. Désormais, je pense à lui quand je regarde le film Rencontre du troisième type, car il en fut le conseiller discret. Le docteur Hynek disait que le phénomène est trop sérieux pour être confié à des ufologues et qu'on devrait le réserver à des enquêteurs professionnels. D'une certaine manière, j'ai exaucé son vœu, puisque je suis officier dans un service de renseignement français et qu'un beau jour j'ai voulu comprendre pourquoi les soucoupes volantes de cinéma atterrissaient toujours au Nouveau-Mexique ou à Washington. Cette curiosité a fini par me conduire à la bibliothèque du Congrès de Washington, où toute l'histoire est résumée dans un rapport officiel. Il a été rédigé en 1976 à la demande du Congrès, et il s'appelle tout simplement « L'énigme des ovnis ». C'est Richard Hall, une légende de l'ufologie mondiale, qui m'a fait découvrir ce dossier, où l'on parle beaucoup de Allen Hynek, dont Richard a conservé toutes les archives. J'ai surtout découvert que les ufologues scientifiques ne sont pas des illuminés qui croient tous aux ovnis. Au contraire, ils se répartissent en 4 tendances, qui eurent 4 leaders historiques. L'astronome Allen Hynek est le plus attachant d'entre eux, car après avoir travaillé 20 ans au service de l'US Air Force pour une mission qui consistait à nier l'existence des ovnis, il a fini par avoir un doute et rejoindre le camp du commandant Keyhoe. L'ingénieur aéronautique Donald Keyhoe était persuadé que les ovnis étaient une réalité sur notre Terre, et il a passé une grande partie de sa vie à dénoncer le complot de l'US Air Force à ce sujet. L'astronome Carl Sagan avait une position paradoxale. Il admettait l'existence des civilisations extraterrestres, mais il refusait l'idée qu'elles puissent nous rendre visite à bord de leurs ovnis. Quant à l'astronome Donald Menzel, il a passé sa vie à démontrer que les ovnis n'étaient qu'illusions, fantasmes ou canulars. Allen Hynek a emporté son secret dans la tombe, et aujourd'hui, je connais ce secret. Mais pour le comprendre, il faut regarder l'histoire des ovnis à travers le regard du bon docteur Hynek. Le plus simple, c'est que je vous raconte cette histoire comme je l'ai fait un jour avec Alex, un ami qui préparait un livre sur le défi que l'idée extraterrestre pose à la pensée religieuse. Nous devions échanger des informations, et j'ai commencé par lui raconter mon pèlerinage au Nouveau-Mexique, la patrie des soucoupes volantes, qui regroupe tous les noms légendaires dans un triangle magique. Alamogordo, la ville qui a vécu de White Sands, le centre spatial où on a fabriqué les premières fusées américaines. Corona, le lieu exact où s'est écrasé le fameux ovni de Roswell. Socorro, lieu légendaire d'une rencontre du troisième type. Et au cœur de ce triangle, comme par hasard, mais je devais découvrir que ce n'était pas un hasard, Trinity Site, où explosa la première bombe atomique de l'humanité. En anglais, UFO est l'équivalent du mot OVNI pour désigner les objets volants non identifiés. Par Wendy Connors à Albuquerque, j'ai vite appris qu'on disait ufologie pour l'étude du phénomène et ufologue pour parler des spécialistes. On m'avait recommandé de rencontrer Wendy car c'est une excellente historienne de l'ufologie. Autrement dit, la spécialiste capable de répondre à la question où et quand sont apparues les premières soucoupes volantes. Était-ce dans le monde réel ou dans le cinéma? À ma grande surprise, j'ai découvert que tout commence durant la Seconde Guerre mondiale au-dessus de Holoman et Los Alamos, 2 bases militaires du Nouveau-Mexique où on prépare la bombe atomique dans le plus grand secret. Le physicien Enrico Fermi travaille alors à la bombe. À cette époque, un vrai scientifique admet déjà la probabilité statistique d'autres civilisations dans l'univers. Comme Holoman et Los Alamos sont régulièrement survolés par des engins bizarres, Enrico Fermi s'exclame mystérieusement « Mais où sont-ils » Il veut dire par là « Puisqu'ils existent, où se cachent-ils dans la galaxie ?» Le fameux paradoxe de Fermi vient de naître. À la fin de la guerre, les pilotes démobilisés confirment ces engins bizarres, des boules lumineuses qui les poursuivaient pendant les combats et qu'ils ont surnommés Foo Fighters. L'armée de l'air américaine soupçonne une arme secrète de la Luftwaffe et elle interroge les savants allemands qu'elle a capturés et ramenés en Amérique au cours du programme Paperclip. Mais les Allemands avouent qu'ils n'ont jamais réussi à fabriquer les soucoupes volantes qu'ils ont imaginées.
Les services de renseignement de l'US Air Force sont alors basés à Wright Field, dans l'Ohio, sous les ordres du colonel McCoy. Et McCoy ne sait pas comment il doit aborder le problème. C'était durant l'hiver 1946. Le Pentagone a envoyé un message à Wright Field décrivant l'observation d'un aviateur haut gradé. Nous n'en savons pas plus. Quelques jours plus tard, le colonel Klingerman, le général Howard McCoy, directeur des services des renseignements T2, le colonel Miles Cole, ont fait ce qu'on leur a ordonné de faire. Ils ont commencé à enquêter sur cet étrange disque. La chose a filtré et les gens ont commencé à chuchoter, même dans les services des renseignements T2, à propos de ce fameux projet Soucoupe. Le projet Soucoupe a commencé à se développer lentement. Mais tout d'un coup, l'affaire Kenneth Arnold prend des proportions nationales, fait le tour du monde et tout le monde s'excite. Grâce à Wendy, j'ai appris que le nom de soucoupe volante fut inventé par la presse en 1947 à la suite du témoignage d'un pilote civil. De retour d'un vol dans l'État de Washington, Kenneth Arnold a raconté qu'il avait vu 9 disques argentés filant à grande vitesse et la presse s'est emparée de cette image amusante, lui faisant faire le tour du monde. Un des ingénieurs à Wright Field était un homme au nom d'Alfred Ludding. C'était un visionnaire, un génie de la conception aéronautique, qui allait devenir l'un des membres de l'équipe du projet Sign. En fin de compte, c'est lui qui a lancé le projet Sign, qui ne devait survenir qu'après l'affaire Kenneth Arnold. The Sign investigation has to be assumed to be the most pure. Il faut considérer le projet Sign comme l'enquête la plus sérieuse qui ait jamais eu lieu concernant le phénomène OVNI. Plus tard, l'Air Force sera condamnée pour son attitude envers les OVNI. Nous oublions que l'armée ne fait que ce qu'on lui dit de faire. L'armée ne détermine pas sa ligne de conduite. Sa ligne de conduite lui est dictée par le pouvoir politique du gouvernement américain. Mais le gouvernement avait peur. Il n'avait pas de réponse. Et le peuple américain exigeait une réponse. Quand on n'a pas de réponse, qu'est-ce qu'on fait? On fait du spectacle. Et c'est exactement ce qu'a été l'enquête officielle suivante au sujet des OVNI. Ça a été un spectacle portant le nom de projet Grudge. Au fond et en réalité, c'en était fini de la vraie recherche par l'armée au sujet des objets volants non identifiés. À l'époque du projet Sign, une des personnes impliquées dans ce projet était un certain colonel Arthur J. Hemstreet. Et le colonel Hemstreet a dit qu'on avait envoyé Alfred Ludding à Roswell dès qu'on a su qu'un objet avait atterri. Et qu'on lui avait donné l'ordre de ne rien dire de ce qui se passait à Roswell, même pas au général commandant le service de renseignement T2. Comme je l'ai expliqué à Alex, je n'allais pas tarder à découvrir pourquoi le colonel McCoy, chef du programme Sign et officier de renseignement de l'Air Force, était tenu à l'écart du secret qui se mettait en place. Un secret auquel Allen Hynek allait participer bien malgré lui, à la suite du changement d'attitude de l'Air Force dont parlait Wendy, et qui porte le nom de Grudge, c'est-à-dire rancune. Un programme qui a démarré tout de suite après le premier mort officiel du phénomène OVNI. Au début de 1948, on demande au capitaine Mantell d'intercepter un OVNI repéré au-dessus de Fort Knox dans le Kentucky. Mais il s'écrase au sol peu après pour une raison inconnue. Officiellement, il a poursuivi la boule lumineuse de la planète Vénus et il a dépassé les limites d'altitude de son appareil. En réalité, l'Air Force est désemparée et elle commence à soupçonner une arme secrète des Soviets. Le Pentagone annule la mission du colonel McCoy parce qu'il affirme que les ovnis ne sont pas d'origine terrestre.
On brûle les archives du programme SIGN, on le remplace par Grudge, qui devra ridiculiser les milliers d'observations d'OVNI dont les Américains témoignent chaque année. Dans cet objectif, l'Air Force engage Allen Hynek, qui devra tout expliquer par des phénomènes simples et naturels. Durant 4 ans, le Dr Hynek parcourt ainsi l'Amérique, honorant son rôle de debunker, c'est-à-dire en langage ufologique, celui qui est chargé de cacher la vérité. Mais en 1952 survient la vague d'OVNI sur Washington, qui met l'Air Force en alerte pendant 3 jours et qui va inspirer le cinéma. L'armée de l'air parle d'un phénomène naturel qui a trompé les radars et réaffirme que les ovnis n'existent pas, même s'il existe un pourcentage de cas inexplicables. With respect to this remaining percentage, and that is that it does not contain any pattern of purpose or of consistency that we can relate to any conceivable threat to the United States. Puis, l'armée de l'air crée Blue Book, un programme qui a pour mission d'éduquer le peuple américain, c'est-à-dire lui apprendre à ne plus voir des ovnis partout. En réalité, un officier supérieur et 2 secrétaires vont se contenter d'enregistrer les témoignages, tandis que Allen Hynek devra ridiculiser les plus absurdes d'entre eux. Une douzaine d'années s'écoulent, mais les ovnis sont toujours là. Devant les moyens ridicules de Blue Book, l'opinion commence à soupçonner le gouvernement de cacher une étude à un autre niveau. Historiquement, il est vrai que les ovnis ont été classés au plus haut niveau de secret d'État, encore supérieur à celui qui a protégé la fabrication de la bombe atomique. Allen Hynek lui-même commence à avoir des doutes et il suggère la création d'une commission d'enquête scientifique qui devra analyser le rôle exact de Blue Book. Au grand désespoir de l'Air Force, la commission, qui comprend notamment Carl Sagan, suggère qu'il vaudrait mieux analyser sérieusement les archives de Blue Book au lieu de les mépriser. Le problème, c'est que les universités américaines refusent d'analyser ce sujet ridicule. Il faudra 2 ans et 500 000 $ pour que l'Air Force passe un accord avec l'Université du Colorado. Mais avant que l'étude ne commence, le scandale éclabousse le directeur de cette étude, Edward Condon. Une fuite permet aux ufologues de rendre publique une note confidentielle de son adjoint destinée à rassurer la communauté scientifique. Cette note précise que la commission Condon fera semblant de croire aux soucoupes volantes pour mieux prouver qu'il est impossible d'en trouver une seule. Et en 1969, comme souhaité par l'Air Force, Edward Condon conclut à la désespérante impossibilité de conclure selon son immortelle formule. Sur les 10 000 cas archivés par Blue Book, 600 dossiers resteront à jamais non classés, c'est-à-dire inexpliqués. La légende des X-Files est née. Allen Hynek a échappé au scandale de la commission Condon car l'Air Force l'en a écarté. Elle n'a plus confiance en son debunker qui commence à être écœuré du rôle qu'on lui fait jouer. C'est alors qu'Allen Hynek fonde le QFOS, son association avec laquelle il définit les 3 typologies du phénomène. La rencontre du premier type, c'est-à-dire l'observation de boules lumineuses, la rencontre du deuxième type, c'est-à-dire l'observation rapprochée d'un engin inconnu, et la célèbre rencontre du troisième type. Dans son partenariat finissant avec l'Air Force, une dernière épreuve attend Allen Hynek, en compagnie du secrétaire de l'Air Force. Ils ont été convoqués par le Congrès, qui voudrait comprendre ce qui se passe avec les ovnis et surtout avec l'argent public. Mais en présence de son patron, le Dr Hynek sait qu'il devra se taire. Good luck, doctor. Well, I don't need it. Thank you. En 1964, Allen Hynek avait interrogé Lonnie Zamora, le shérif de Socorro, acteur malgré lui d'une célèbre rencontre du troisième type. Wendy et moi, nous avons tenté de faire la même chose, c'est-à-dire rencontrer Lonnie en passant par un de ses copains, Jacob Zingerle. C'est un morceau de jumbo, le cylindre dans lequel on a fait exploser la bombe atomique à Trinity Site. Le Nouveau-Mexique a toujours été un endroit où les hommes contemplent les étoiles. Nous avons eu la première explosion atomique. Les savants allemands du programme Paperclip ont été transportés ici au Nouveau-Mexique, où le Dr Von Braun a développé le programme spatial. Tout a commencé ici. C'est pour ça que les gens du Nouveau-Mexique considèrent avec beaucoup de sérieux la question du voyage spatial et de la vie extraterrestre. Quand est-ce que vous avez appris le crash de la soucoupe volante à Roswell?
2 ans plus tard, je crois que c'était une soucoupe volante, mais ils ont fait une sorte d'opération de camouflage. Le gouvernement a fait en sorte que personne ne sache rien. Je pense qu'il y a des voyages spatiaux entre les planètes. Il doit y avoir d'autres planètes comme la Terre dans l'univers, c'est certain. En fait, les gens qui vivent sur Terre ne viennent peut-être même pas d'ici, mais d'une autre planète. On les a balancés ici comme on balance un chat ou un chien dont on veut se débarrasser et qu'on abandonne quelque part. Je pense que ça s'est passé comme ça sur la Terre. Allen Hynek disait que les témoignages connus ne sont que la partie visible de l'iceberg, car la plupart des gens se taisent parce qu'ils ne veulent pas voir leur vie gâchée par le ridicule ou par une encombrante célébrité.